c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, comment ça va? 6e volet de la série Sailor, cette conversation fleuve, cet échange incroyablement fécond entre Breedlove et Sailor. 20 heures de dialogue où le CEO de MicroStrategy nous diffuse en direct et sans filtre l'éventail apparemment sans limite de raisonnements et autres constructions mentales qu'il élabore pour démontrer toute la singularité et la puissance de Bitcoin. Petit étonnement à la lecture du titre de ce 6e volet de la série qui mentionne à nouveau une référence à l'or et semble renvoyer à des notions déjà explorées. Bitcoin hors numérique, plus dur, plus intelligent, plus fort et plus rapide, etc. Moi, je me dis non, là, Sailor va sans doute se répéter un peu. Ça risque d'être un épisode un peu redondant. Je crains qu'on commence à tourner un peu en rond. Et en fait, non, pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Parce qu'à nouveau, Sailor nous surprend et parvient, comme à son habitude, à nous faire voyager d'un univers à l'autre, gardant notre esprit joyeusement en mouvement. Et nous, comme des enfants, on écoute l'histoire religieusement et on apprend. Je laisse Robert aux commandes pour l'intro du contenu de l'épisode. Installe-toi bien et on se retrouve à la fin. Ok, bienvenue pour ce 6e épisode de la série Sailor sur le What is Money Show. Aujourd'hui, nous allons parler de Bitcoin, de ce qui le rend plus robuste et résilient, plus intelligent, plus rapide et plus fort que toute autre forme de monnaie existante. Plus précisément, nous allons dresser de nombreuses analogies avec l'or, ce métal précieux que l'irruption de Bitcoin perturbe largement comme on a déjà pu le voir. On abordera le sujet selon différentes perspectives. Il sera question de la détention, comment la garde du Bitcoin, Bitcoin Custody en anglais, est tout à fait unique. Nous examinerons le spectre de l'informatique quantique que de nombreuses personnes considèrent comme une menace significative pour Bitcoin. Eh bien, cette idée, on va la démanteler. On s'intéressera aussi aux mises à jour matérielles et logicielles d'une technologie telle que Bitcoin et comment sa programmabilité le rend si unique. Ses propriétés défensives, comment il excelle à ce niveau. Et puis, nous verrons comment Bitcoin, cette énergie monétaire selon les termes si chers à Sailor, va nous permettre de faire fructifier notre capital avec une vitesse et une intelligence inédites. Enfin, nous considérerons Bitcoin comme cette première monnaie véritablement numérique de l'information pure, sans masse, déplaçable à la vitesse de la lumière, permettant des volumes importants de transactions à haute fréquence, des microtransactions, chose totalement inenvisageable jusqu'à présent. Nous observerons comment tous ces attributs combinés du Bitcoin offrent à ses utilisateurs et autres hodlers une palette d'options inédites. Et en fin de compte, c'est ça l'argent, l'outil qui donne le choix, l'instrument de liberté par essence. Allez, on se replonge dans cette aventure, on explore toujours plus profondément, une strate après l'autre, la théorie de Bitcoin. C'est parti. Michael, on a parlé de Bitcoin comme monnaie, mais l'argent cumule parfois plusieurs fonctions, réserve de valeur, moyen d'échange, unité de mesure. Alors, pour simplifier, et pour y voir plus clair peut-être, considérons Bitcoin tout simplement comme un actif. Bitcoin est donc de l'or numérique. Et cette métaphore, certains la perçoivent de manière assez réductrice,
tandis que d'autres l'envisagent selon une perspective plus large. Quand je dis que Bitcoin est de l'or numérique, je veux dire qu'il est plus dur, plus intelligent, plus fort et plus rapide que l'or traditionnel. Cela révèle quelque chose de très profond, et je ne sais pas si les gens l'apprécient pleinement. Mais prenons d'abord cette propriété, plus dure. On a évoqué ce qui rend Bitcoin plus dur, la limite de son offre fixée à 21 millions et son rapport stock-sur-flux exponentiel qui tend vers l'infini. Il s'agit là de la facette la plus évidente de l'attribut plus dur de Bitcoin quand on le compare directement à l'or. Si le ratio stock-sur-flux de l'or est de 50 et que celui de Bitcoin est infini, alors bien évidemment il est plus dur. Mais il y a cette autre facette du côté plus dur de Bitcoin dont on ne parle guère, et c'est la qualité antifragile définie par Nicolas Taleb. Bitcoin est un élément antifragile. J'ai employé la métaphore des cyberfrelons, mais il me semble que les gens y voient une charmante image, une métaphore amusante, alors qu'à mon sens, c'est tout sauf cela. Vous voyez, moi je vous parle littéralement d'un essaim de frelons cybernétiques de plus en plus puissant, impossible à tuer, de plus en plus robuste, fort, rapide, prêt à vous dévorer si vous cherchez à les arrêter. Là, on est vraiment dans le dur, les gens ne se figurent pas le truc comme ça. Tenez, laissez-moi vous donner un autre exemple, une métaphore tirée de l'histoire. Prenons la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine, c'était une défense, bien sûr, une défense matérielle, un tas de pierres empilées, très cher à bâtir et supposé tenir les Mongols à l'écart. Mais c'est une défense fragile, littéralement une structure de pierre statique qui n'a aucunement empêché les Mongols d'entrer. Effectivement, ils ont finalement identifié une vulnérabilité dans l'une des portes qu'ils sont parvenus à franchir avant de massacrer tous les Chinois, de vaincre l'Empire et d'en prendre le contrôle. Maintenant, dites-moi ce que peuvent avoir en commun cet épisode de l'histoire et ces paroles que l'on attribue au père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine. Je cite « Aucune citadelle n'est impénétrable pour peu qu'une voie y mène, suffisamment large pour que je puisse y conduire un âne chargé d'un pot rempli d'or. » Robert, tout à fait intéressant. Michael, ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que la puissance de vos défenses importe peu si je parviens à soudoyer le gardien de la porte. Le troisième exemple que nous présente l'histoire moderne est celui de la ligne Maginot, cette défense impénétrable bâtie par les Français contre les Allemands qui l'ont tout simplement contournée en passant par la Belgique, autrement dit en trichant. Ils l'ont juste contournée, piratée. Méditez les enseignements de l'histoire militaire et vous identifierez bien la suivante. La meilleure défense, c'est une bonne offensive. Principe que l'on peut considérer sous l'angle suivant. Si vous voulez une bonne défense, dotez-vous d'une défense active, mobile. Imaginez, vous êtes un boxeur sur le ring et quelqu'un veut vous frapper. Votre meilleure défense, c'est de bouger vite, plus vite que lui et de le frapper plus vite et plus fort alors qu'il s'apprête à vous frapper. Pas moyen pour lui de vous atteindre. Robert, exactement, il faut savoir s'adapter, recomposer sa défense pour répondre à chaque instant à la nature de l'attaque. Michael, ouais, en permanence, adaptation continue, absorption des capacités de votre ennemi et réaction en les retournant contre lui. Donc quand on songe alors, que j'ai affectueusement surnommé le rocher stupide, non mais c'est vrai, c'est juste un rocher en fin de compte. Il n'est pas intelligent pour un sou. Zéro force vitale. Un récif corallien, ouais, ça c'est une forme de vie. Toutes les formes de vie sont vivantes, elles peuvent s'adapter. Si vous en détruisez l'élément faible, tous ceux que vous n'avez pas tués se renforcent. À ce titre, rappelons que Bitcoin se compose de plusieurs éléments. Un logiciel qui tourne sur du matériel qui fonctionne dans des installations connectées au firmament d'un domaine, d'une juridiction quelconque. On a des gens qui utilisent ce logiciel, des gens qui exploitent ces installations et d'autres qui construisent ce matériel. Et ces gens sont aussi actifs dans les sphères politiques et économiques, n'est-ce pas? Donc, dans l'écosystème Bitcoin, on trouve des gens qui se consacrent à améliorer le wallet de Square, d'autres qui améliorent l'échange Binance,
Donc il y a des personnes qui améliorent les échanges de serveurs back-end, qui améliorent les logiciels clients front-end, des gens qui améliorent les portefeuilles physiques, d'autres qui travaillent à l'amélioration du logiciel Bitcoin Core ou des ASICs que les mineurs utilisent. On trouve des gens en train de négocier de meilleures conditions pour l'électricité avec les gouvernements du monde entier, des individus en pourparlers avec des politiciens pour leur garantir un cadre réglementaire plus favorable. Il y a des personnes qui mettent Bitcoin en avant. Et bien sûr, on a des éducateurs sur YouTube comme vous, Robert. Et sur Twitter, on trouve du monde aussi, des communicants, des analystes qui développent des fonctions analytiques pour diriger et canaliser le réseau. Tous ces gens-là sont en mouvement, en pleine évolution. Les exchanges forts se renforcent et les exchanges faibles s'affaiblissent. Non, on constate partout autour de nous. Dans certains pays, le minage de Bitcoin prospère. Dans d'autres pays, il se trouve attaqué. Et l'or est ce rocher stupide, là, posé par terre. Il ne va pas se déplacer tout seul, ni ressentir de la douleur ou de la pitié. Non, l'or ne va pas soudain connaître un élan d'inspiration. Il va juste rester planté là et attendre. Rien à voir avec Bitcoin. L'antifragilité de Bitcoin provient du fait que tout un chacun dans l'écosystème ressent la même douleur de la même manière. Si le prix du Bitcoin baisse, c'est chaque détenteur de Bitcoin qui en fait l'expérience. Et si Bitcoin est victime d'un piratage conduisant son prix à zéro, c'est chaque Bitcoiner qui perd son énergie vitale. Nous sommes, telle une créature de la ruche, tous intégrés les uns aux autres. Quand la douleur survient, elle se propage à vitesse grand V dans tout l'écosystème. L'information circule très rapidement. Considérons à nouveau les menaces qui pèsent sur Bitcoin. J'entends beaucoup de gens se plaindre sans arrêt à propos du risque de l'ordinateur quantique. Que faut-il en penser? Je veux dire, ouais, si un astéroïde venait à percuter la surface de la Terre et nous tuer tous autant que nous sommes, hein? Ou bien, que se passerait-il si on inventait un crayon thermonucléaire de poche capable de vous faire exploser l'univers tout entier? Hein? Et qu'est-ce qui va se passer si votre ennemi l'obtient avant vous? Je veux dire, il y a un paquet d'idées saugrenues qui circulent à ce sujet. Imaginez quelqu'un de malveillant se dote d'une arme incroyablement puissante et qu'il décide de l'utiliser contre vous. Bah ouais, c'est vrai, il y a moyen de considérer les choses ainsi, mais ça me semble plus constructif. On peut aussi les voir comme cela. Quelqu'un invente un ordinateur 2 fois plus rapide que les autres, et ben son utilisation la plus rentable, c'est précisément le minage de Bitcoin. Si quelqu'un invente quelque chose capable de miner, de générer des hashages cryptographiques SHA 256 plus vite que la génération actuelle d'équipements de minage de Bitcoin, ben la chose la plus lucrative à faire est de le brancher sur le réseau et d'y apporter davantage de puissance de hachage. Et si ça se produit, qui va s'en rendre compte le premier, d'après vous? Si quelqu'un invente un meilleur truc, qu'est-ce qui se passe si sa puissance est telle qu'il peut casser SHA 256? Eh ben les gars, vous savez quoi? On va juste passer à SHA 512. Ou alors, non, tant qu'à faire, on passe à l'étape suivante, 1024. Tous ceux qui ont étudié un petit peu d'informatique savent que ça commence par 16, puis on passe à 32, 64, et ensuite à 128, 256, 512, 1024, et ainsi de suite. Et là, on atteint des chiffres colossaux, carrément barjots. Et puis, une fois arrivé au bout de tout ça, eh ben, on change de protocole. On passe au protocole suivant. Alors, qui, d'après vous, va y arriver? Est-ce que ce seront des gens avec 500 milliards de dollars à leur disposition qui vont piger le truc? Ou alors quelqu'un sans aucune thune, mais convaincu de pouvoir craquer à lui seul ce problème pour changer le monde? Eh ouais, pourquoi pas? Peut-être bien que c'est comme ça que ça va se produire. Mais alors dans ce cas-là, il est tout aussi probable qu'un mec invente un revolver à balles photoniques et provoque à lui seul l'effondrement du gouvernement des États-Unis d'Amérique, vu qu'il est le premier mec armé d'un tel revolver. Donc, c'est une idée intéressante, mais je suis bien plus d'avis que c'est le Pentagone avec ses centaines de milliards de dollars qui va nous inventer le pistolet à balles photoniques ou le fusil laser ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que c'est tout le réseau dans son ensemble qui canalise l'innovation. Vous inventez un meilleur matériel, eh ben il ira direct aux mineurs. Vous inventez un meilleur logiciel client,
On va le retrouver dans les portefeuilles. Vous inventez un meilleur logiciel ou une façon d'écrire des logiciels. Ne croyez-vous pas que les membres de la communauté Bitcoin Core vont se l'approprier, cette façon d'écrire de meilleurs logiciels? Et si c'est trop dangereux, la communauté ralentira son adoption. Sinon, admettons qu'une menace politique survienne. Tous ceux qui auront adopté Bitcoin comme réserve de trésorerie auront intérêt à traiter cette menace. Et s'ils ne peuvent pas y faire face, là c'est comme si vous êtes une créature avec 2 bras et que je vous serre un garrot autour du premier, que j'y coupe l'afflux sanguin, le bras, il meurt. Utilisez donc l'autre bras. Si vous êtes une pieuvre, des bras, vous en avez 8. Et si vous êtes une hydre, 1 million. Donc, la créature tout entière va tout simplement migrer là où se trouve l'oxygène, là où elle peut vivre. Si elle peut se battre, ouais, elle le fera. Si elle peut pas se battre, elle se transformera en un autre domaine, et à moins que vous ne trouviez le moyen de la tuer partout au même moment, complètement jusqu'au dernier nœud, vous n'en viendrez probablement jamais à bout. Par ailleurs, il me semble que personne n'a vraiment intérêt à le faire, et même si c'était le cas, c'est loin d'être évident. Choisissez donc un gouvernement, au hasard. Un gouvernement attaque Bitcoin, et le voilà immédiatement plus utile pour tous les autres gouvernements. Et puis, de toute façon, ils sont bien incapables de s'accorder sur quoi que ce soit. Et si jamais ils y parvenaient à se mettre d'accord, ils ne seraient pas pour autant en capacité de le faire, n'est-ce pas? Robert, ouais, j'adore la citation de Philippe II de Macédoine que vous nous avez rapportée. Une voie suffisamment large menant à la citadelle pour y conduire un âne chargé d'un pot d'or. Ça me fait penser à la célèbre citation de Charlie Munger. Montrez-moi les incitations et je vous montrerai le résultat. C'est là, je crois, une dimension phare de Bitcoin. Même dans le cas d'une percée technologique majeure, type ordinateur quantique ou autre, vous demeurez pleinement incité à canaliser cette innovation sur le réseau. Cela reste la stratégie la plus lucrative et la plus économe en énergie possible, y compris dans le nouvel environnement touché par une telle avancée. Et concernant la cryptographie, c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris. Une défense qu'un adversaire tente de percer et qui s'adapte constamment. Une défense dynamique, comme vous l'avez dit. Et l'histoire se poursuit. C'est ce qui rend Bitcoin si pertinent. Et à travers ce prisme, franchement, l'aspect le plus brillant de Bitcoin, c'est ce schéma d'incitation qui encourage tout un chacun à contribuer encore et toujours à la longévité du projet. Voilà ce qui semble le rendre antifragile. Michael, le truc au cœur de l'éthos de Bitcoin, c'est qu'il déteste les gardiens. Et cette histoire de gardien, c'est une métaphore très puissante. La grande muraille de Chine, elle est tombée à cause de ses portes et de ses gardiens. Il a suffi de corrompre celui stationné à la porte pour anéantir la prospérité de 100 millions d'individus. À peine le gardien a-t-il ouvert la porte qu'une armée de 100 000 personnes s'y est engouffrée. Et ça met en évidence les limites flagrantes de toute stratégie consistant à se cacher derrière un mur avec une porte. Considérez donc l'idée suivante, bien meilleure. J'ai ma propre armée de 100 000 personnes, et lorsque l'armée adverse se présente, je fais front, je me dresse contre elle. S'il y a bien un truc que les Romains savaient, c'est qu'il faut jamais se terrer derrière une porte. Ça, ils le savaient bien, comme n'importe qui en temps de guerre, c'est qu'il faut sortir de la citadelle et combattre activement l'armée qui veut vous détruire, car si elle parvient à vous encercler et à vous isoler, aucune défense ne pourra les en empêcher. Ils trouveront toujours un moyen de passer. Ça, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Les gardiens constituent votre point faible. Il n'y a pas de gardien dans Bitcoin. Pas de gardien dans un réseau de preuves de travail décentralisé qui utilise beaucoup d'énergie. C'est l'un des problèmes que j'identifie, moi, sur les réseaux à preuve d'enjeu, ou même sur toutes ces situations où quelqu'un prétend avoir trouvé un moyen plus efficace de le faire. Vous voyez, si vous comptez sécuriser un réseau de 1000 milliards de dollars avec 1 milliard de dollars d'enjeu, le problème, c'est que j'ai juste besoin d'1 milliard de dollars supplémentaires pour soudoyer cette personne. Ou même la moitié d'1 milliard de dollars soudoie la moitié de ce réseau. Et voilà. Ensuite, je récupère le tout. Les 1000 milliards, tout m'appartient, n'est-ce pas? Donc dans toutes ces situations, ces jeux dans lesquels on cherche à utiliser une quantité réduite d'énergie, et l'argent c'est de l'énergie, n'est-ce pas? Donc
une petite quantité d'argent, une petite quantité d'énergie pour sécuriser une grande quantité d'énergie, automatiquement, on crée un gardien. Et donc, faut retourner la pyramide. Voilà pourquoi il n'y a pas de raccourci ici, il n'y a pas de repas gratuit. Et en vérité, ça ne me dérange pas outre mesure que Bitcoin canalise beaucoup d'énergie. Énergie qu'il canalise d'ailleurs via des installations de cryptage. Un mineur, c'est une installation de cryptage, ça génère des hashages SHA-256 et vous devrez traverser ce mur de hachage. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'acquérir 51% de tout cet équipement sur Terre, puis de mobiliser 51% de toute l'énergie pour enfin l'attaquer. Il se peut bien que ça ne fonctionne pas. Robert, et vous êtes constamment incité à agir de façon honnête, même si vous exécutez une attaque à 51%. Michael, ouais. Et bien sûr, la bonne blague, c'est que si vous pouviez effectivement acheter 51% de l'équipement de cryptage et exploiter 51% de l'énergie, vous pourriez alors obtenir 51% des récompenses de blocs et 51% des frais de transaction. Et la valeur de posséder la moitié des frais de transaction est plus élevée. Si le truc vaut 10 000 milliards de dollars, nos frais de transaction s'élèvent à 1%, ça nous fait 100 milliards de dollars de frais de transaction par an. Et avec vos 51%, ça vous fait 51 milliards de dollars par an. Si on plafonne le truc à x20, ça vous fait 1000 milliards de dollars juste pour continuer à suivre le programme. Donc, pour détruire les autres, il faudra posséder 100 000 milliards de dollars et être vraiment suffisamment en colère pour vouloir dépenser 1000 milliards de dollars. Ça n'a pas de sens. De plus, pas moyen d'attaquer le truc sans déclencher une contre-attaque, pas vrai? Parce qu'à partir du moment où 100 millions de personnes ont investi dans le réseau toute leur énergie vitale, tous leurs espoirs et leurs aspirations, toute leur sécurité économique et physique, elles se laisseront peut-être pas faire si facilement. Il est on ne peut plus compliqué pour un seul génie malfaisant de planifier et de mener une guerre à 1000 milliards de dollars sur un réseau cybernétique. Songez, comment allez-vous réunir à vous seul à la fois le logiciel, le matériel, l'énergie monétaire et le soutien politique? Et si vous n'êtes pas seul à vous engager dans une telle entreprise, il y a cette phrase qui me revient à l'esprit. On ne peut préserver un secret à 3 que si 2 d'entre nous sont morts. Donc quand je songe à Bitcoin, je me dis que c'est plus dur. Mais c'est plus dur parce que c'est une forme de créature en essaim, en évolution permanente. Une créature comme une meute, comme une colonie, une horde en évolution. Une créature qui évolue aussi vite que possible, une créature sensible à la douleur. Et vous savez, Nicolas Taleb l'explique bien dans son livre Antifragile. La douleur est une bonne chose. Vous pouvez distinguer ceux qui comprennent de ceux qui ne comprennent pas. Dans la vie, il y a un groupe de personnes qui fuient la douleur, qui cherchent le moyen de s'anesthésier, de s'isoler toujours plus de la douleur. Et il y a un autre groupe de personnes qui s'avancent vers la douleur, ou du moins qui l'embrassent. La douleur est une bonne chose. Plus vous la ressentez et plus vos réflexes sont rapides. Posez donc votre main sur une plaque chauffante. Oh, elle bouge rapidement. Ça, ce sont vos réflexes. Donc ce système apprend et la douleur est l'un de nos principaux signaux d'information, peut-être bien le signal d'information le plus important pour apporter de la vitalité à tout organisme vivant. Robert, c'est vrai, tout à fait. Taleb explique qu'au niveau organique, les facteurs de stress et la douleur sont indiscernables de l'information. Et que pour un système organique, la seule façon d'apprendre, c'est de s'exposer à une forme de résistance ou à quelque chose de conflictuel. Et même au niveau génétique, lorsqu'un virus envahit un organisme hôte et en détruit les cellules, certaines d'entre elles lui survivent toujours. Et elles incorporent une partie de l'ADN du virus qui a éliminé 99% de leurs congénères cellulaires. Et les voilà désormais résistantes au virus. Donc ça se produit au niveau de l'information, même au plus profond de la biologie. C'est pas juste un truc à l'œuvre au niveau physique ici. Je veux dire, c'est vraiment essentiel à la vie. Michael, complètement d'accord. Et ce que je pense, en fait, c'est que si ce n'est pas un être vivant, cela ne peut pas être vraiment dur, cela ne peut pas être le plus dur. Les gens s'imaginent que l'or est la chose la plus dure parce que c'est une roche. Mais c'est pas véritablement la chose la plus dure. La chose la plus dure, c'est cette horde mongole qui croise votre chemin.
Quand elle arrive, cette horde, forte de 100 000 cavaliers, qu'elle s'avance et terrorise, qu'elle vous glace le sang avec tous ses missiles, lisez donc l'histoire de Gengis Khan. Quand il traversait la plaine, qu'il tombait sur une ville entourée d'une douve, il remontait la rivière et la détournait, asphyxiant ainsi la ville, la privant d'eau pendant 3 jours avant de s'infiltrer sous les portes en passant dans le lit de la rivière. Une horde vivante, c'est absolument terrifiant, ça vous fige. Et vous voulez l'attaquer? Elle est en mouvement. Vous pouvez vous en approcher, reculer. Les voilà qui s'arrêtent, se retournent, vous déséquilibrent et vous massacrent. Voilà ce qui se passe quand vous avez affaire avec des créatures vivantes. Approchez-vous d'un nid de guêpe, attaquez-les avec votre revolver. Que se passe-t-il? Le truc le plus effrayant qui soit, n'est-ce pas? 1000 guêpes qui fondent sur vous. Vous les avez vues, au fait, ces vidéos de ces 30 guêpes qui déchiquetent 30 000 abeilles? C'est terrifiant, absolument terrifiant. Et ce n'est là qu'un exemple parmi bien d'autres. Il y a des exemples dans le monde bactérien, des exemples de cancer, des exemples parmi les organismes unicellulaires, des exemples parmi les invertébrés. Lorsqu'on a affaire à une créature décentralisée et organique qui évolue et s'adapte rapidement, elle devient excessivement antifragile. Car à chaque fois que vous la tuez, elle ou un des éléments qui la composent, les survivants n'en deviennent que plus forts et résistants. Robert, il y a une citation qui me revient à l'esprit en vous écoutant décrire qu'en perturbant, qu'en affrontant Bitcoin de l'extérieur, c'est l'énergie vitale des hodlers à laquelle vous vous attaquez, pour peu que l'on considère l'argent comme une forme d'énergie. Cette citation, elle nous vient de Sun Tzu, dans l'art de la guerre, qui dit la chose suivante, je le paraphrase ici. N'attaquez jamais un ennemi acculé au mur, n'ayant plus rien à perdre, il vous affrontera avec tout ce qu'il a. Et ça en devient une force presque imparable. J'ai l'impression que c'est un peu ce à quoi on est confronté lorsqu'on s'oppose à Bitcoin. On s'oppose à cette intelligence de groupe d'individus poursuivant leur intérêt personnel, mais collectivement organisés, défendant leur propre énergie vitale. S'attaquer à cela me semble très ardu. Peu comme si vous vous en preniez au miel d'un nid de guêpe. Ils s'en prendront à vous avec tout ce qu'ils ont. Michael. Ouais. Les banques centralisées, les régulateurs centralisés, ce sont des gardiens dans les systèmes financiers politiques, en tout point comparables à ces gardiens stationnés sur la Grande Muraille de Chine. Ce sont littéralement des gardiens. Et le bilan des courses, le voici. Un seul individu a le pouvoir de détruire la vie d'1 million de personnes juste en ouvrant la porte. Alors que Bitcoin ne comporte aucune porte et donc aucun gardien, aucune récompense asymétrique. Et chercher à le contourner n'est pas économiquement viable. Autre atout significatif en lien avec l'antifragilité de Bitcoin, c'est la possibilité que j'ai de faire tourner mon propre nœud, retirer mes propres clés du réseau, choisir de les confier à un dépositaire ou au contraire d'en assurer moi-même la garde. Je peux décider par exemple de confier $1 million à un dépositaire qui va gérer une banque ou peut-être le prêter en me reversant un rendement dessus ou juste le sécuriser. Mais dès que je perds confiance en eux, je peux transférer tous ces actifs à un autre intermédiaire financier ou en prendre moi-même la possession. Et vu qu'on a toutes ces entités différentes, individus et sociétés qui à tout moment font des choix différents, même si quelqu'un choisit de confier ses clés à une banque, la sécurité de l'ensemble du système est protégée par le fait qu'un autre ne le fait pas. Ainsi, la diversité des modalités selon lesquelles les gens s'engagent dans le réseau et le soutiennent rend encore plus antifragile en réalité. Et le potentiel, par exemple, si je sais que vous prévoyez de détenir vos clés, si vous créez une activité de dépositaire qui me facture 10 points de base, soit 0,1% pour la garde de mes clés, alors si une autre organisation me facture 50 points de base, je leur dirai juste que je vais passer à 10 points de base. Le jeu de la concurrence fait baisser leur taux, ou sinon je passe à 10 points de base. Si j'entends dire que votre échange ou votre dépositaire n'est pas sûr, qu'il pourrait bien ne pas l'être, ou bien si j'entends dire qu'un nouveau protocole multisig plus sûr existe et que je vous le demande, mais vous ne le prenez pas en charge, eh bien je déplace mes clés, je déplace mes actifs vers le portefeuille ou vers la technique de nouvelle génération. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre de m'ignorer vu que vous n'avez pas de monopole. Ok ?
aucun régulateur ne m'impose de confier mes clés à la Breedlove Trust pour bénéficier d'une déduction fiscale, pour prétendre à un certain statut fiscal, à un compte de retraite individuel ou je ne sais quoi. Lorsqu'une telle concurrence pure voit le jour, cette évolution féroce se répand dans tous les recoins de l'écosystème. On a pu le constater avec les mineurs notamment. Ils ont commencé à miner avec les CPU, puis ils sont passés aux GPU, puis aux ASICs. Tous les 3 ans environ, une nouvelle génération voit le jour, ce qui invalide vraiment l'argument de cette menace de l'informatique quantique. S'il y a bien quelque chose que Bitcoin a prouvé, c'est que les fervents participants du réseau Bitcoin vont, bien avant tout le monde sur Terre, rechercher et trouver les clients et le serveur spécialisés les plus performants. Regardez les portefeuilles Bitcoin de pointe, ils sont plus sécurisés que n'importe quel autre appareil client mobile. Regardez les mineurs ASICs Bitcoin les plus avancés, ils sont plus performants qu'AWS et que n'importe quel appareil que vous pourrez dénicher sur un cloud public. Et ça, c'est parce que les détenteurs de Bitcoin jouent leur peau, skin in the game. Ce qui nous ramène tout droit à l'un des livres de Nicolas Taleb. C'est comme si tout le monde, depuis ceux qui écrivent le logiciel à ceux qui l'exécutent et l'utilisent, tout le monde joue sa peau. Dans le business, vous serez très vite anéanti si vous restez à la traîne. En tant que mineur, pas moyen de gagner de l'argent. En tant que portefeuille, vous ne pourrez rien vendre. En tant qu'échange de banque crypto, mais regardez donc à quelle vitesse l'argent se déplace d'un échange à un autre cette semaine. Tout le monde a un intérêt personnel, tout le monde joue sa peau, c'est du skin in the game. Personne ne peut ignorer la douleur, et dans ce contexte, le biais institutionnel s'installe très difficilement. Et croyez-moi, attendez-vous à ce que cela soit toujours plus difficile chaque année qui passe. Voilà pour cette première partie du 6e volet. Alors, l'imagination de Saylor, comme d'ailleurs le bonhomme dans son ensemble, est totalement hors norme. Je l'évoquais au début de l'épisode. Là où à la lecture du titre et à l'écoute de l'intro par Breedlove, on pourrait s'imaginer qu'on va commencer à ressasser un peu les mêmes idées, voire qu'on va peut-être s'ennuyer un chouïa, pas du tout. Bien au contraire, on se surprend à redécouvrir une thématique parfois connue selon un angle légèrement différent. Saylor plante le décor, nous présente une nouvelle métaphore, laquelle souligne admirablement un aspect critique de Bitcoin. Et c'est parti, le tour est joué, Saylor enfourche gaiement son tracteur et se met à labourer méthodiquement nos esprits avant de semer sur toutes ces parcelles encore vierges de toute culture bitcoinacée. Le coup de la dureté et de la violence incomparable des Mongols ou des frelons, l'histoire des bras de pieuvre ou d'hydre qu'on peut laisser trancher sans hésitation, le gardien de la Grande Muraille de Chine et celui de la Citadelle, toute cette pédagogie de conteur touche au but. À chaque fois, il nous situe dans un nouveau contexte, cela crée de la surprise, de l'intérêt. On a vaguement quelques références du contexte un peu dramatique, mais on ignore tout de ce qui va se passer. C'est comme travailler de nouveaux espaces vierges dans nos esprits, des espaces dont on n'aurait jamais pu soupçonner que Bitcoin allait s'y loger. On a la garde baissée, pas moyen de dire « non, ça je connais déjà, ça m'intéresse pas ». Non, on se retrouve vraiment tel un gamin un peu émerveillé et on laisse tonton Saylor tresser 1000 connexions entre nos synapses. Approche super complémentaire aux modalités plus classiques d'enseignement. C'est bon de multiplier les modalités d'apprentissage. Podcast, si t'aimes ça, cours en ligne avec la Sovereign University de Découvre Bitcoin notamment, les livres, bien sûr, les grands classiques listés en partie sur le site BTC Touchpoint. Je vais y ajouter d'ailleurs sans tarder L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars, un très bel ouvrage qui sort en janvier 2024. Pour les amateurs de science-fiction, Consensus vient de publier un recueil de nouvelles intitulé 21 Futures, Tales from the Time Chain, qui comprend un texte de Fannis Michalakis, le techno-padawan marseillais d'Hélène Marquette. Et dans le même genre, il y a cette fascinante odyssée intergalactique en BD, The Time Chain Codex. Et puis, pour les enfants, petits et grands, bricoler un peu en s'amusant, faire tourner un nœud et devenir un participant actif du réseau en installant gratuitement Bitcoin Core sur ton ordi ou en achetant pour Noël peut-être une solution plug and play
abordable chez Umbrel ou Start9 par exemple. Ce type d'apprentissage ludique, tu peux le faire aussi sur la partie minage d'ailleurs, en t'équipant d'un minuscule Nerdminer à 20-30 €, tu vas connecter directement à ton PC. Et comme ça, on dépasse pas mal de réticences à s'engager dans des apprentissages qui pourraient nous sembler hors de portée. Puis le petit coup de pouce nécessaire pour vraiment se mettre en mouvement, pour passer un palier, on le trouve dans les meet-up à 2 pas de chez toi. Et tu vois, ce réseau d'apprentissage et d'entraide qui s'étend maintenant partout sur la planète, c'est une autre belle facette de l'antifragilité de Bitcoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce 6e volet où l'on parlera finance et rapidité. D'ici là, like, retweet, abonne-toi à la chaîne, partage autour de toi et surtout, passe une excellente journée, une bonne soirée. Ciao.